La pluie tambourinait contre les vitres poussiéreuses de l'Antiquité de la Croix, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait les pas hésitants de Margot dans la boutique silencieuse. L'odeur de vieux cuir et de papier jauni flottait dans l'air, mêlée à celle, plus subtile, de la lavande que sa grand-tante Célestine utilisait pour parfumer ses tiroirs secrets. « Dire que tout ceci m'appartient maintenant », murmura Margot en caressant du bout des doigts une commode Louis XV. À 28 ans, elle n'avait jamais imaginé hériter de cette caverne d'Ali Baba nichée dans une ruelle étroite du quartier latin. Les meubles anciens semblaient la regarder, témoins silencieux d'histoires qu'elle ne connaîtrait jamais. Au fond de la boutique, derrière un rideau de velours bordeaux, se cachait le bureau personnel de Célestine. Margot y pénétra avec la révérence qu'on réserve aux lieux sacrés. Sur le secrétaire d'ébène trônait une boîte de laque noire, fermée par un petit cadenas doré. La clé, Margot l'avait trouvée dans les affaires de sa grand-tante, attachée à un ruban de soie rouge. Le mécanisme céda avec un déclic métallique. À l'intérieur, niché dans un écrin de velours violet, reposait un carnet de cuir noir au coin usé et une lettre scellée à la cire rouge. L'écriture de Célestine, fine et élégante, dansait sur le papier crème. « Ma chère Margot, si tu lis ces lignes, c'est que le destin a choisi de te confier ce fardeau. Ce carnet possède un pouvoir que tu ne peux imaginer, tout ce qui y est écrit se réalise. Mais attention, chaque souhait exaucé exige son tribut de sang et de larmes. Ne l'utilise jamais, je t'en supplie. Cache-le, oublie-le, mais ne cède jamais à la tentation. Les mots qui dansent avec le diable ne connaissent pas la pitié. » Margot relut la lettre 3 fois, un sourire incrédule aux lèvres. Pauvre tante Célestine, elle avait vraiment l'imagination fertile sur la fin. Elle soupesa le carnet, sentant sous ses doigts la texture granuleuse du cuir ancien. Les pages, d'un blanc nacré, semblaient l'inviter à y poser sa plume. L'orage redoubla de violence, et un éclair illumina soudain la boutique, projetant des ombres dansantes sur les murs. Margot frissonna et referma instinctivement le carnet. Mais la curiosité, cette compagne fidèle des antiquaires, murmurait déjà à son oreille. « Après tout, qu'est-ce que je risque ?» se dit-elle en cherchant un stylo dans les tiroirs. La pluie martelait maintenant les carreaux avec une violence inouïe, transformant la rue en torrent. Si ce carnet avait vraiment des pouvoirs, autant commencer par quelque chose d'utile. D'une écriture soignée, elle traça ces mots, « que la pluie cesse ». L'encre bleue sécha instantanément sur le papier, comme aspirée par les fibres. Margot attendit, l'oreille tendue. Le silence qui suivit fut si soudain qu'il en devint assourdissant. Plus une goutte ne tombait du ciel parisien. Coïncidence, chuchota-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Elle rangea précipitamment le carnet dans sa sacoche et quitta la boutique, le cœur battant d'une excitation mêlée d'inquiétude. Le lendemain matin, en achetant son café habituel, Margot entendit la conversation de deux passants. « Tu as vu ? Ils ont trouvé ce pauvre homme mort de froid sous le Pont-Neuf. » Dire que s'il avait plu cette nuit, il aurait cherché un abri. La tasse glissa des mains de Margot et se brisa sur le trottoir, éclaboussant ses chaussures de porcelaine et de café brûlant. Son regard se porta instinctivement vers Notre-Dame, dont les tours se dressaient majestueusement dans le ciel matinal. Les gargouilles, perchées sur leur contrefort, semblaient la fixer de leurs yeux de pierre, et pour la première fois de sa vie, Margot eut l'impression qu'elle n'était pas tout à fait immobile. 3 jours s'étaient écoulés depuis la découverte du carnet, et Margot n'arrivait plus à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage du sans-abri dans les journaux, cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré mais dont la mort pesait sur sa conscience comme une pierre tombale. La clochette de la boutique tinta, arrachant Margot à ses sombres pensées. Un homme d'une 40aine d'années se tenait sur le seuil, vêtu d'une soutane noire légèrement usée au coude. Ses cheveux poivre et sel encadraient un visage marqué par l'étude et la réflexion, et ses yeux gris semblaient porter le poids de secrets millénaires. « Mademoiselle Delacroix, je présume ?» Sa voix était douce mais ferme, teintée d'un léger accent du Sud. « Je suis le père Antoine Moreau. J'étais, un ami de votre grand-tante. » Margot hocha la tête, intriguée. Célestine n'avait jamais mentionné de prêtre dans son entourage, elle qui se méfiait de toute forme d'autorité religieuse. « Je viens au sujet du carnet, » continua-t-il en refermant soigneusement la porte derrière lui. « Celui que vous avez trouvé dans sa boîte de laque noire. » Le sang de Margot ne fit qu'un tour. « Comment savez-vous ? » ?»« Parce que je l'attends depuis 15 ans. » Le père Moreau s'approcha lentement, ses mains jointes dans le dos. « Votre grand-tante et moi partagions, disons, un intérêt commun pour l'histoire occulte de Paris. Elle m'avait promis qu'à sa mort, elle me confierait ce carnet pour que je puisse enfin l'étudier.
L'étudier? Margot recula instinctivement. Vous croyez vraiment à ces histoires de magie? Un sourire triste étira les lèvres du prêtre. Mademoiselle, j'ai consacré ma vie à l'étude des manuscrits anciens et des phénomènes inexpliqués. Ce carnet appartient à une lignée de scribes maudits qui remonte au XIVe siècle. Et si vous l'avez utilisé? Il s'interrompit, observant attentivement le visage de Margot. Oui, vous l'avez utilisé. Je le vois dans vos yeux. Margot s'effondra sur une chaise canée, la tête entre les mains. Un homme est mort. À cause de moi. Non, dit fermement le père Moreau en s'agenouillant près d'elle. À cause du carnet. C'est exactement pour cela qu'il faut que nous travaillions ensemble. Vous voyez, ce carnet n'agit pas seul. Il est lié aux gargouilles de Notre-Dame. Aux gargouilles? Margot releva la tête, incrédule. Elles ne sont pas de simples ornements, mademoiselle. Elles sont les gardiennes d'un équilibre millénaire. Quand le carnet est utilisé, elles s'éveillent. Pas complètement, pas encore, mais suffisamment pour surveiller. Comme pour confirmer ces paroles, un grondement sourd résonna au dehors, bien que le ciel fût parfaitement dégagé. Margot frissonna. À quelques rues de là, dans les locaux du journal Le Parisien moderne, Julien Rousseau fixait son écran d'ordinateur avec une concentration fébrile. Journaliste d'investigation depuis 10 ans, il avait développé un flair particulier pour détecter les schémas cachés derrière l'apparent chaos de l'actualité. Encore une coïncidence troublante, marmonna-t-il en ajoutant une nouvelle épingle sur la carte de Paris punaisée au mur de son bureau. En 3 semaines, il avait recensé cet événement étrange, une femme avait gagné au loto le jour même où son mari était mort dans un accident, un étudiant avait décroché une bourse prestigieuse alors que sa mère tombait gravement malade, un commerçant avait vu ses affaires prospérer tandis que son concurrent faisait faillite de manière inexpliquée. Julien, tu deviens parano, lui avait dit sa rédactrice en chef. Mais Julien sentait qu'il y avait la matière à enquête. Quelque chose ou quelqu'un orchestrait ces miracles maudits. Son téléphone vibra. Un message d'un contact anonyme, Antiquité de la Croix, quartier latin. La réponse à tes questions s'y trouve peut-être. Julien attrapa sa veste et son carnet de notes. Dans 1 heure, il serait face à Margot, sans savoir qu'il venait de faire le premier pas vers un monde où la réalité et le cauchemar se confondent. De retour dans la boutique, le père Moreau terminait son récit, les gargouilles ont été sculptées par des artisans qui connaissaient les anciens secrets. Elles sont à la fois gardiennes et prisonnières, protectrices et menaces. Tant que le carnet reste inutilisé, elles dorment. Mais chaque mot que vous y écrivez les réveille un peu plus. Margot serra le carnet contre sa poitrine. Que dois-je faire? Pour l'instant, ne rien écrire. Et surtout, il s'interrompit, son regard se portant vers la vitrine. Surtout, méfiez-vous de ceux qui voudraient vous convaincre du contraire. Dehors, une silhouette élégante observait la boutique depuis l'ombre d'un porche. Damien Voss sourit en voyant le prêtre quitter les lieux. Collectionneur d'objets occultes et manipulateur de première classe, il traquait ce carnet depuis des années. Et maintenant, il savait exactement où le trouver. Une semaine s'était écoulée depuis la visite du père Moreau, et Margot tentait de reprendre une vie normale. Elle avait rangé le carnet dans le coffre-fort de la boutique, mais sa présence hantait chacune de ses pensées comme une mélodie obsédante. Ce matin-là, en arrangeant une vitrine de bijoux anciens, elle remarqua un homme qui l'observait depuis le café d'en face. Grand, élégant, avec des cheveux bruns légèrement ondulés et des yeux d'un vert trop blanc, il dégageait cette assurance tranquille propre aux hommes habitués à obtenir ce qu'ils désirent. Quand leurs regards se croisèrent, il lui adressa un sourire qui fit battre le cœur de Margot plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Il traversa la rue d'un pas déterminé et poussa la porte de la boutique. « Bonjour », dit-il d'une voix chaude teintée d'un léger accent indéfinissable. « Je m'appelle Damien Voss. Je collectionne les antiquités, et votre vitrine m'a intrigué. » Margot sentit ses joues s'empourprer. « Que cherchez-vous exactement ?»« Les objets avec une histoire. Ceux qui portent en eux les secrets de leurs anciens propriétaires. » Ses doigts effleurèrent délicatement un camée victorien. Comme ce bijou, par exemple. Je parie qu'il a appartenu à une femme qui a connu de grands amours et de grandes peines. Pendant 1 heure, ils parlèrent d'art, d'histoire, de ces mystères qui sommeillent dans les objets anciens. Damien possédait une culture impressionnante et une façon de raconter qui transformait chaque anecdote en conte merveilleux. Margot se surprit à rire, à oublier ses angoisses, à se sentir vivante pour la première fois depuis des semaines.
Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir, demanda-t-il au moment de partir. Je connais un petit restaurant près de la Seine où l'on sert encore des plats comme au temps de Balzac. Margot hésita une seconde, puis acquiesça. Après tout, elle méritait bien un peu de bonheur après ces journées d'angoisse. Le soir venu, dans l'intimité feutrée du restaurant chez Julien, Damien se révéla un compagnon charmant et attentionné. Il lui parla de ses voyages, de sa passion pour l'art gothique, de sa fascination pour les légendes urbaines de Paris. Margot se sentait comme Cendrillon au bal, oubliant momentanément ses soucis dans la magie de cette soirée parfaite. Vous savez, dit Damien en lui prenant doucement la main, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Comme si le destin nous avait menés l'un vers l'autre. Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Margot. Le destin. Le carnet. Une pensée folle lui traversa l'esprit. Et si elle tentait quelque chose de plus personnel cette fois? Quelque chose pour elle? De retour chez elle, dans son petit appartement sous les toits, Margot sortit le carnet de sa cachette. La lune, pleine et argentée, baignait sa chambre d'une lumière irréelle. D'une main tremblante, elle écrivit « Que je trouve l'amour véritable ». L'encre sembla palpiter sur le papier avant de sécher. Margot referma le carnet, le cœur battant. Demain, elle reverrait Damien. Peut-être que cette fois, le carnet lui apporterait enfin du bonheur sans exiger de terribles contreparties. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était l'hôpital Saint-Louis. Mademoiselle Delacroix? Votre sœur Emma a eu un accident de voiture cette nuit. Elle est dans le coma. Pouvez-vous venir immédiatement? Le monde s'effondra autour de Margot. Emma, sa petite sœur de 22 ans, si pleine de vie, si passionnée par ses études d'art. Emma qui était tout ce qui lui restait de famille. À l'hôpital, devant le lit où reposait le corps immobile de sa sœur, Margot comprit avec une clarté terrifiante. Elle avait écrit son souhait d'amour à minuit passé. L'accident d'Emma avait eu lieu à minuit 15. Les médecins disent qu'elle a eu de la chance, murmura Damien, qui l'avait rejointe dès qu'elle l'avait appelée. Elle aurait pu mourir sur le coup. Margot le regarda, et pour la première fois, elle remarqua quelque chose de froid dans ses beaux yeux verts. Comment savez-vous ce qu'ont dit les médecins? Je ne vous ai donné aucun détail au téléphone. Un sourire presque imperceptible étira les lèvres de Damien. J'ai mes sources, ma chère Margot. Et maintenant que nous nous connaissons mieux, il est temps que nous parlions sérieusement. De vous, de moi, et surtout, de ce carnet que vous possédez. Le masque venait de tomber. Margot recula, horrifiée, comprenant qu'elle était tombée dans un piège soigneusement orchestré. Damien n'était pas un cadeau du destin, mais un prédateur qui avait flairé sa proie. Qui êtes-vous vraiment, chuchota-t-elle. Quelqu'un qui collectionne les objets de pouvoir depuis très longtemps. Et ce carnet, ma chère, est le joyau de ma collection depuis que j'en ai entendu parler. Votre grand-tante était très protectrice. Mais vous, vous êtes beaucoup plus malléable. Dans le couloir de l'hôpital, une ombre bougea. Le père Moreau, qui surveillait discrètement Margot depuis leur rencontre, venait d'entendre assez pour comprendre la situation. Il fallait agir, et vite, avant que Damien ne mette la main sur le carnet. Dehors, les gargouilles de Notre-Dame tournèrent imperceptiblement leur tête de pierre vers l'hôpital. L'équilibre était en train de se rompre, et elles le sentaient dans leurs fibres millénaires. L'aube se levait sur Paris quand Margot, épuisée par une nuit de veille au chevet d'Emma, sentit une main se poser doucement sur son épaule. Elle sursauta, s'attendant à voir Damien, mais c'était le père Moreau qui se tenait là, le visage grave. « Il faut que nous parlions, murmura-t-il. Loin d'ici. Cet homme qui vous accompagnait hier soir, je le connais. » Ils se retrouvèrent dans une petite église du Marais, Saint-Paul-Saint-Louis, où les vitraux colorés projetaient des arcs-en-ciel sur les dalles anciennes. L'odeur de l'encens et des cierges créait une atmosphère de recueillement qui contrastait avec l'urgence de leur situation. Damien Voss, commença le père Moreau en s'asseyant dans un banc de boisson. Collectionneur, manipulateur, et surtout, homme sans scrupules. Il traque les objets occultes depuis 15 ans, et il a déjà causé la mort de plusieurs personnes pour s'emparer de leurs trésors. Margot serra ses mains tremblantes. Emma, elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Les médecins sont optimistes. Mais ce n'est pas le plus grave. Le prêtre se tourna vers elle, ses yeux gris reflétant une inquiétude profonde. Margot, avez-vous utilisé le carnet depuis notre dernière rencontre? Elle baissa la tête, honteuse. Une fois. J'ai souhaité trouver l'amour. Mon Dieu.
Le père Moreau se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas devant l'autel. Vous ne comprenez pas. Chaque utilisation du carnet affaiblit les liens qui retiennent les gargouilles. Elles ne sont plus seulement des gardiennes maintenant. Elles commencent à se réveiller vraiment. Comme pour confirmer ces paroles, un grondement sourd résonna dans l'église, faisant vibrer les vitraux. Dehors, les passants levaient les yeux vers le ciel, cherchant l'origine de ce bruit qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Que voulez-vous dire par « se réveiller » demanda Margot, bien qu'elle redoutât la réponse. Le père Moreau s'arrêta devant une statue de Saint-Michel terrassant le dragon. Il y a 700 ans, quand le carnet fut créé, les gargouilles de Notre-Dame furent sculptées par des artisans qui connaissaient les anciens secrets. Elles ne sont pas de simples décorations, Margot. Ce sont des gardiens, des sentinelles chargées de maintenir l'équilibre entre notre monde et autre chose. Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux une peur ancestrale. Mais elles sont aussi des créatures de pierre animées par une magie sombre. Plus le carnet est utilisé, plus elles perdent leur nature protectrice pour retrouver leur essence première, celle de démon. Un fracas retentit au dehors, suivi de cris. Par les fenêtres de l'église, ils virent des gens courir dans la rue, pointant du doigt les toits. Margot et le père Moreau sortirent précipitamment. Sur la corniche d'un immeuble haussmannien, une forme sombre se découpait contre le ciel matinal. C'était bien une gargouille, mais elle n'était plus sur Notre-Dame. Ses ailes de pierre déployées, ses yeux rougeoyants fixés sur la foule en contrebas, elle émettait un grondement qui glaçait le sang. « Elle bouge » chuchota Margot, incrédule. « Elle bouge vraiment. » « Et ce n'est que le début » répondit le père Moreau. « Si Damien met la main sur le carnet et l'utilise sans retenue, toutes les gargouilles de Paris vont s'éveiller. Et cette fois, elles ne protégeront plus rien. Elles détruiront tout sur leur passage. » Dans un café de Saint-Germain, Julien Rousseau observait la scène depuis la terrasse, son appareil photo à la main. En tant que journaliste, il avait vu beaucoup de choses étranges, mais jamais rien de tel. Il mitraillait la créature de pierre quand son téléphone vibra. « Julien ? C'est Marc, de la rédaction. Tu es où ? On a des témoignages de gargouilles qui bougent partout dans Paris. Les réseaux sociaux s'affolent. »« Je sais, j'en ai une sous les yeux, » répondit Julien sans quitter la créature du regard. « Marc, je crois que mon enquête sur les coïncidences bizarres est liée à tout ça. Il faut que je retrouve cet antiquaire du quartier latin. » Pendant ce temps, dans une suite luxueuse de l'hôtel Le Meurice, Damien Voss contemplait Paris depuis sa fenêtre, un sourire satisfait aux lèvres. Autour de lui, 3 hommes en costume sombre attendaient ses ordres. Des collectionneurs comme lui, attirés par l'appât du gain et du pouvoir. « Messieurs, dit-il sans se retourner, le moment est venu. La petite antiquaire va craquer. Elle voudra sauver sa sœur, et pour cela, elle aura besoin du carnet. C'est là que nous interviendrons. » « Et si elle refuse ?» demanda l'un d'eux, un homme aux cheveux gris et aux mains couvertes de bagues anciennes. Damien se retourna, et ses yeux verts brillaient d'une lueur cruelle. « Alors nous prendrons le carnet de force. Et tant pis pour les conséquences. » De retour à l'hôpital, Margot se tenait près du lit d'Emma quand sa sœur ouvrit soudain les yeux. Mais ce n'était pas le réveil espéré. Emma fixait le plafond, ses pupilles dilatées, et murmurait des mots incompréhensibles. Les gardiens, ils m'appellent, les pierres chantent, attention, Margot, ils arrivent. Puis elle retomba dans l'inconscience, laissant sa sœur aînée plus terrifiée que jamais. Emma avait-elle vraiment parlé, ou était-ce le fruit de son imagination épuisée? La réponse vint quand une infirmière entra en courant, « Mademoiselle, il faut évacuer l'étage. Il y a quelque chose sur le toit. Une statue qui bouge. » Les gens paniquent. Margot regarda par la fenêtre et son sang se glaça. Une gargouille était perchée sur le rebord de la fenêtre de la chambre voisine, ses yeux de braise fixés directement sur elle. Et dans ses yeux de pierre, elle eut quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. La nuit était tombée sur Paris comme un voile de deuil, et la ville lumière semblait avoir perdu de son éclat. Dans les rues du quartier latin, une atmosphère de tension palpable régnait. Les cafés avaient fermé plus tôt que d'habitude, et les rares passants pressaient le pas en jetant des regards inquiets vers les toits. Margot avait barricadé sa boutique, tirant les rideaux de fer et vérifiant 3 fois les serrures. Le carnet reposait dans le coffre-fort, mais elle sentait sa présence comme une brûlure. Emma était toujours dans le coma, mais ses paroles énigmatiques résonnaient sans cesse dans son esprit, « Les gardiens m'appellent, les pierres chantent. » Un grattement métallique contre la vitrine la fit sursauter. Dehors,
une silhouette massive se découpait dans la pénombre. Une gargouille, plus grande que celle qu'elle avait vue jusqu'alors, grattait le verre de ses griffes de pierre. Ses yeux rougeoyaient dans l'obscurité, et un grondement sourd s'échappait de sa gueule béante. « Mon Dieu !» chuchota Margot en reculant vers le fond de la boutique. La créature semblait la chercher, la traquer. Elle comprit avec terreur que les gargouilles n'étaient plus de simples gardiennes. Elles étaient devenues des chasseuses. Son téléphone vibra. Un message du père Moreau, rendez-vous dans les catacombes sous Notre-Dame. Entrez par la crypte archéologique. Venez seul et apportez le carnet. C'est notre seule chance. Margot hésita. Sortir maintenant, avec ces créatures qui rôdaient dans Paris, relevait de la folie. Mais rester ici, piégée comme un rat, n'était guère plus rassurant. Elle prit le carnet dans le coffre, le glissa dans sa sacoche, et se dirigea vers la porte de service qui donnait sur la cour intérieure. La ruelle était plongée dans un silence surnaturel. Même les chats errants semblaient avoir déserté les lieux. Margot progressait le long des murs, tous ses sens en alerte, quand un bruit d'ailes froissa l'air au-dessus de sa tête. Elle leva les yeux et vit 3 gargouilles perchées sur les toits, qui la suivaient de leurs regards incandescents. « Elle me traque », réalisa-t-elle avec horreur. Elle sent le carnet. À quelques rues de là, Julien Rousseau observait la scène depuis sa voiture. Il avait passé la soirée à sillonner Paris, documentant les apparitions de gargouilles, quand il avait aperçu Margot sortant de sa boutique. Son instinct de journaliste lui disait qu'elle était au cœur de cette histoire incroyable. Il la suivit discrètement, filmant avec son téléphone les créatures de pierre qui l'escortaient dans les airs. « Personne ne va croire ça », marmonna-t-il. « Mais j'ai les preuves. » Soudain, une gargouille fondit sur lui, ses griffes raclant le toit de sa voiture. Julien donna un coup de volant et accéléra, le cœur battant. Ces choses ne se contentaient plus d'observer. Elles attaquaient. Pendant ce temps, dans l'ombre d'un Porsche, Damien et ses associés observaient le ballet mortel qui se jouait dans les rues. « C'est parfait », murmura-t-il. « Les gargouilles vont la mener exactement où nous voulons. Dans les catacombes, elle sera piégée. » « Et si elle ne survit pas au trajet ?» demanda l'un de ses complices, un homme au visage balafré. « Alors nous récupérerons le carnet sur son cadavre », répondit Damien avec un haussement d'épaule. « L'important, c'est qu'il nous revienne. » Margot atteignit enfin les abords de Notre-Dame. La cathédrale se dressait dans la nuit comme une montagne de pierres sculptées, ses tours jumelles perçant les nuages bas. Mais quelque chose avait changé. Les gargouilles qui ornaient habituellement ces contreforts avaient disparu. Toutes. Elles sont toutes descendues, chuchota-t-elle en comprenant l'ampleur de la catastrophe. Toutes les gargouilles de Notre-Dame sont en liberté dans Paris. Elle se glissa vers l'entrée de la crypte archéologique, ses poursuivantes de pierre planant toujours au-dessus d'elle. L'escalier qui menait au sous-sol était plongé dans l'obscurité, mais elle n'avait pas le choix. Elle descendit, guidée par la faible lueur de son téléphone. Les catacombes sous Notre-Dame étaient un labyrinthe de couloirs et de salles voûtées qui dataient de l'époque gallo-romaine. L'air y était froid et humide, chargé de l'odeur de la pierre ancienne et de quelque chose d'autre, de plus troublant. Une odeur de soufre et d'encens mêlé. « Père Moreau » appela-t-elle doucement. Sa voix résonna dans les tunnels, se répercutant à l'infini. « Par ici, Margot. » La voix du prêtre lui parvint du fond d'un couloir. Elle le suivit, ses pas résonnant sur les dalles millénaires. Elle le trouva dans une salle circulaire éclairée par des dizaines de sièges. Les murs étaient couverts de fresques anciennes représentant des scènes bibliques, mais aussi des symboles plus anciens, plus troublants. Au centre de la pièce trônait un autel de pierre noire sur lequel reposait un autre carnet, plus ancien encore que celui de Margot. Le carnet original, expliqua le père Moreau. Celui du scribe qui a tout commencé au XIVe siècle. Je l'ai trouvé ici il y a des années, mais je n'ai jamais osé l'utiliser. Pourquoi m'avoir fait venir ici ? Demanda Margot en serrant sa sacoche contre elle. Parce que c'est le seul endroit où nous pouvons tenter de réparer ce qui a été brisé. Mais pour cela, il faut que vous compreniez toute la vérité. Il s'approcha d'une fresque qui représentait un homme écrivant dans un livre, entouré de créatures ailées. Le scribe original ne cherchait pas le pouvoir. Il tentait de sauver Paris de la peste noire. Chaque vie qu'il sauvait grâce au carnet en coûtait une autre, mais il pensait que c'était un prix acceptable. Jusqu'au jour où il réalisa que le carnet ne faisait pas que redistribuer la mort. Il la nourrissait, la renforçait. Et les gargouilles, chuchota Margot. Elles furent sculptées pour l'aider à porter ce fardeau.
Elles devaient être ses gardiennes, ses complices dans cette œuvre de salut. Mais le pouvoir du carnet les a corrompus, transformés en démons. Le scribe a fini par comprendre son erreur, mais il était trop tard. Il s'est sacrifié pour les emprisonner dans la pierre, et depuis, elles attendent. Elles attendent quoi? Que quelqu'un utilise suffisamment le carnet pour les libérer complètement. Et maintenant, grâce à vous et bientôt à Damien, c'est en train d'arriver. Un bruit de pas résonna dans les couloirs. Damien et ses hommes venaient d'entrer dans les catacombes, et ils se rapprochaient inexorablement. Dehors, les gargouilles libérées convergeaient vers Notre-Dame, attirées par la présence des deux carnets réunis. « Il faut fuir, dit Margot. »« Non, » répondit le père Moreau avec une détermination farouche. « Il faut se battre. Et pour cela, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très difficile. Il faut que vous utilisiez votre carnet une dernière fois. » Les flammes des cierges vacillèrent quand Damien et ses trois complices pénétrèrent dans la salle circulaire. Leurs silhouettes se découpaient dans l'embrasure comme des ombres menaçantes, et Margot sentit son sang se glacer en voyant les armes qu'ils portaient, des dagues anciennes gravées de symboles occultes. « Bonsoir, ma chère Margot, » dit Damien avec ce sourire charmeur qui l'avait séduite quelques jours plus tôt. « Et vous, père Moreau ?» « Cela faisait longtemps. »« Damien Voss, » répondit le prêtre sans cacher son mépris. « J'aurais dû me douter que vous finiriez par retrouver cet endroit. »« Oh, mais j'ai eu de l'aide. » Damien s'avança lentement, savourant chaque instant. « Votre petit secret n'en était plus un depuis longtemps. Il y a tant de gens intéressés par les objets de pouvoir à Paris. » Margot recula vers l'autel, serrant sa sacoche contre elle. « Que voulez-vous exactement ? » Les deux carnets, bien sûr. Imaginez le pouvoir qu'ils représentent réunis. Je pourrais refaire le monde à ma guise, corriger toutes les injustices, éliminer tous mes ennemis. En tuant des innocents à chaque souhait, l'interrompit le père Moreau. Vous ne comprenez pas ce que vous manipulez. Damien éclata de rire. Au contraire, mon cher père. Je comprends parfaitement. C'est vous qui refusez d'accepter la réalité du pouvoir. Quelques morts pour un bien supérieur, c'est un prix dérisoire. Soudain, une voix s'éleva du fond de la salle, faible mais distincte. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Tous se tournèrent vers l'origine de cette voix. Dans l'ombre d'une alcôve, une silhouette translucide se matérialisait lentement. Un homme en robe de bure, le visage creusé par la souffrance, les mains tachées d'encre. Le scribe original. Frère Augustin, murmura le père Moreau avec révérence. Vous êtes resté ici tout ce temps? L'esprit hocha tristement la tête. Mon âme est liée à ce lieu, depuis que j'ai compris l'horreur de ce que j'avais créé. 700 ans, à regarder les gargouilles, attendre leur libération. Margot s'approcha, fascinée malgré sa peur. Pourquoi avez-vous créé le carnet? La peste, elle décimait Paris. Mes frères moines mouraient un à un. J'ai voulu jouer à Dieu, sauver ceux que j'aimais. Ses yeux translucides se posèrent sur elle avec une infinie tristesse. Mais le carnet, il ne redistribue pas la mort, il la multiplie. Chaque vie sauvée, en coûte 3 autres, et nourrit quelque chose, de plus terrible encore. Quoi donc? Demanda Damien, soudain moins sûr de lui. La mort elle-même, répondit l'esprit. Le carnet est un conduit, vers les forces primordiales. Chaque utilisation, la rend plus forte, plus présente dans notre monde. Un grondement sourd ébranla les fondations de la cathédrale. Au-dessus d'eux, les gargouilles libérées se rassemblaient, et leur nombre ne cessait de croître. Elles n'étaient plus seulement celles de Notre-Dame, mais toutes les créatures de pierre de Paris qui s'éveillaient une à une. Il faut détruire les carnets, dit le père Moreau. C'est la seule solution. Jamais, rugit Damien en brandissant sa dague. J'ai attendu trop longtemps pour laisser passer cette chance. Il se jeta sur Margot, mais le père Moreau s'interposa. La lame s'enfonça dans l'épaule du prêtre, qui s'effondra en gémissant. Damien se tourna vers Margot, les yeux brillants de folie. « Donnez-moi ce carnet, ou je vous tue ici même. » C'est alors qu'une nouvelle voix résonna dans la salle. « Laissez-la tranquille. » Julien Rousseau venait d'apparaître dans l'embrasure, essoufflé et couvert de poussière. Il avait suivi les traces de Margot jusqu'aux catacombes, échappant de justesse aux gargouilles qui patrouillaient dans les rues. Un journaliste, ricana Damien. Parfait. Un témoin de plus à éliminer. Mais Julien n'était pas venu seul. Derrière lui apparut une silhouette inattendue, Emma, pâle et chancelante, mais bien vivante. « Emma » s'écria Margot. «
Comment es-tu sorti de l'hôpital? Je ne sais pas, balbutia sa sœur. J'ai entendu des voix, les gargouilles, elles m'ont guidé jusqu'ici. Elles m'ont dit qu'il fallait que je vienne, que j'avais un rôle à jouer. L'esprit du frère Augustin se tourna vers Emma avec un regard intense. Vous avez été touché par le pouvoir du carnet, quand votre sœur a écrit. Vous êtes devenu un pont entre notre monde et le leur. Emma hocha la tête, comme si elle comprenait enfin. Je les entends, Margot. Les gargouilles. Elles ne sont pas méchantes. Elles sont perdues. Elles veulent retrouver leur véritable nature, redevenir des protectrices. C'est impossible, dit le père Moreau en se relevant péniblement. Elles sont trop corrompues. Non, répondit Emma avec une assurance surprenante. Il y a un moyen. Mais il faut que quelqu'un accepte de prendre la place du frère Augustin. De devenir le nouveau gardien éternel. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Damien et ses hommes échangèrent des regards inquiets, comprenant que la situation leur échappait. Je le ferai, dit soudain Margot. C'est ma faute si tout ceci est arrivé. Je prendrai sa place. Non, l'interrompit le père Moreau. C'est moi qui ai consacré ma vie à étudier ces mystères. C'est à moi de porter ce fardeau. Emma secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas de se sacrifier. Il s'agit de fusionner avec l'esprit du frère Augustin, de partager son fardeau pour le transformer. Mais pour cela, il faut utiliser les deux carnets ensemble, et accepter que les conséquences soient imprévisibles. Damien, voyant que son plan s'effondrait, poussa un rugissement de rage et se jeta vers l'autel où reposait le carnet original. Mais au moment où ses doigts touchèrent le cuir ancien, une décharge d'énergie le projeta contre le mur. Le carnet ne se laissait pas prendre par n'importe qui. Il faut que ce soit maintenant, dit l'esprit du frère Augustin. Les gargouilles, elles arrivent. Si nous n'agissons pas, elles vont détruire la cathédrale, et se répandre dans tout Paris. Effectivement, les grondements au-dessus d'eux s'intensifiaient. Des morceaux de pierre commençaient à tomber du plafond. La bataille finale était sur le point de commencer. Margot regarda tour à tour sa sœur, le père Moreau blessé, et l'esprit du moine qui attendait sa délivrance depuis 7 siècles. Elle prit une profonde inspiration et sortit son carnet de sa sacoche. Dites-moi exactement ce que je dois faire. La cathédrale Notre-Dame tremblait sur ses fondations millénaires. Au-dessus des catacombes, un véritable chaos s'était déchaîné. Les gargouilles, libérées de leurs contraintes de pierre, se battaient entre elles dans un balai apocalyptique. Certaines tentaient encore de protéger l'édifice sacré, fidèles à leur mission originelle, tandis que d'autres, complètement corrompus, cherchaient à le détruire. Dans la salle circulaire, l'esprit du frère Augustin flottait au-dessus de l'autel, ses traits translucides déformés par 7 siècles d'angoisse. Il faut écrire simultanément dans les deux carnets, expliqua-t-il d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. Les mêmes mots, au même instant. Cela créera un pont entre les deux époques, entre mon erreur et votre rédemption. Margot tenait son carnet d'une main tremblante, tandis que le père Moreau, malgré sa blessure, s'était approché du carnet original. Que devons-nous écrire, demanda-t-elle. Les mots qui briseront le cycle, répondit l'esprit. Que les gardiens retrouvent leur véritable nature, et que la mort reprenne sa place naturelle dans l'ordre du monde. Emma, debout près de sa sœur, ferma les yeux et tendit ses mains vers le plafond. Je les sens, murmura-t-elle. Elles se rapprochent. Certaines veulent nous aider, mais d'autres sont perdues à jamais. Damien, qui s'était relevé après sa chute, observait la scène avec un mélange de fascination et de rage. Ses 3 complices l'avaient abandonné, fuyant vers la sortie dès que les premiers morceaux de pierre avaient commencé à tomber. Mais lui restait, hypnotisé par le pouvoir qui se déployait sous ses yeux. Vous ne comprenez pas ce que vous faites, cria-t-il. Ce pouvoir pourrait nous rendre maîtres du monde. Et vous voulez le détruire? Ce pouvoir ne fait que détruire, répliqua Margot sans le regarder. J'ai perdu assez de gens à cause de lui. Julien, qui documentait toujours la scène avec son téléphone, s'approcha de Damien. Vous devriez partir, lui dit-il calmement. Cette histoire ne finira pas comme vous l'espériez. Mais Damien était au-delà de la raison. Il sortit une seconde dague de sa veste et se jeta vers Margot. Si je ne peux pas avoir les carnets, personne ne les aura. Emma réagit instinctivement. Elle se plaça devant sa sœur, et la lame s'enfonça dans son flanc. Elle s'effondra avec un cri de douleur, son sang se répandant sur les dalles anciennes.
Emma, hurla Margot en se précipitant vers elle. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le sang d'Emma, mélangé à la poussière millénaire des catacombes, se mit à briller d'une lueur dorée. L'esprit du frère Augustin poussa une exclamation de surprise. Son sang, il a été touché par la magie du carnet quand vous avez écrit votre souhait d'amour. Elle est devenue un catalyseur vivant. Emma, malgré sa douleur, leva les yeux vers sa sœur. Margot, je comprends maintenant. Je ne suis pas juste un pont entre les mondes. Je suis la clé. Mon sacrifice peut remplacer le rituel. Non, cria Margot. Je ne te laisserai pas mourir. Mais Emma souriait déjà, d'un sourire paisible qui rappelait celui de leur mère. Je ne vais pas mourir, grande sœur. Je vais devenir quelque chose de plus. Quelque chose qui pourra guider les gargouilles vers la lumière. Au-dessus d'eux, le fracas redoubla d'intensité. Une gargouille massive, plus ancienne et plus puissante que les autres, venait de percer le plafond de la salle. Ses yeux brûlaient d'un feu rouge, et ses griffes raclaient la pierre en produisant des étincelles. Le père Moreau se redressa péniblement. C'est la gargouille primordiale, chuchota-t-il. Celle qui fut sculptée en premier, qui contient l'essence de toutes les autres. La créature fixa Emma de son regard incandescent, et quelque chose d'incroyable se produisit. Ses yeux rouges se mirent à pâlir, passant du rouge au orange, puis au jaune, et enfin au blanc pur. Elle inclina sa tête massive vers la jeune femme blessée, dans un geste qui ressemblait à une révérence. Elle me reconnaît, murmura Emma. Elle sait que je peux les sauver. Damien, voyant que la situation lui échappait complètement, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il se jeta vers le carnet original, bien décidé à s'en emparer même si cela devait lui coûter la vie. Mais la gargouille primordiale fut plus rapide. D'un mouvement de sa patte massive, elle l'envoya s'écraser contre le mur. Damien s'effondra, inconscient. Maintenant, dit Emma d'une voix de plus en plus faible. Il faut le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Margot prit la main ensanglantée de sa sœur et la posa sur son carnet. Le père Moreau fit de même avec le carnet original. L'esprit du frère Augustin se matérialisa davantage, devenant presque solide. Ensemble, dit-il. Écrivons ensemble les mots de la délivrance. Leurs trois voix s'élevèrent à l'unisson, récitant les mots anciens que l'esprit leur soufflait, que les gardiens retrouvent leur véritable nature, que la mort reprenne sa place dans l'ordre naturel, et que l'amour guide nos âmes vers la lumière. Les carnets se mirent à briller d'une lumière aveuglante. L'encre des mots qu'ils venaient d'écrire se détacha des pages et s'éleva dans l'air, formant des spirales dorées qui montèrent vers le plafond. La gargouille primordiale ouvrit ses ailes et poussa un rugissement qui n'avait plus rien de menaçant. C'était un chant, un hymne de libération qui résonna dans toutes les pierres de Notre-Dame. Une à une, toutes les gargouilles de Paris répondirent à cet appel. Leurs cris de rage se transformèrent en mélopées harmonieuses, et leurs yeux rouges virèrent au blanc pur. Elles cessèrent de se battre et convergèrent vers la cathédrale, non plus comme des démons, mais comme des anges de pierre retrouvant leur foyer. Emma ferma les yeux, et son corps se mit à briller de la même lumière dorée que les carnets. « Je les vois, murmura-t-elle. Tous ceux qui sont morts à cause des carnets. Ils me pardonnent. Ils comprennent. Emma, reste avec moi, supplia Margot, les larmes coulant sur ses joues. Je reste, répondit sa sœur avec un sourire radieux. Mais différemment. Je deviens leur gardienne, leur guide. Et un jour, quand tu seras très vieille, je viendrai te chercher. Le corps d'Emma se dissolva lentement dans la lumière, mais son essence resta, visible seulement par ceux qui avaient été touchés par la magie des carnets. Elle flottait maintenant près de l'esprit du frère Augustin, et ensemble, ils s'élevèrent vers le plafond. Merci, dit l'esprit du moine avant de disparaître. Enfin, je peux reposer en paix. Les carnets, vidés de leur pouvoir maléfique, se désintégrèrent en poussière dorée qui retomba doucement sur le sol. La gargouille primordiale inclina une dernière fois sa tête vers Margot, puis s'éleva à son tour, traversant la pierre comme si elle était de l'air. Le silence retomba sur les catacombes. Un silence paisible, libéré de 7 siècles de malédiction. 6 mois avaient passé depuis cette nuit apocalyptique dans les catacombes de Notre-Dame. Paris avait retrouvé sa sérénité, et les gargouilles étaient retournées à leur place habituelle sur la cathédrale. Mais quelque chose avait changé en elles. Leurs expressions de pierre semblaient plus douces, plus bienveillantes, et les Parisiens juraient parfois les voir bouger imperceptiblement au coucher du soleil.
Margot avait transformé sa boutique d'antiquités en librairie spécialisée dans l'histoire occulte de Paris. Les murs étaient maintenant couverts de livres anciens et de cartes historiques, et une section entière était consacrée aux légendes urbaines de la capitale. Elle avait trouvé sa vocation, préserver la mémoire de ces événements extraordinaires tout en les présentant sous forme de contes et de légendes. « Bonjour, Margot », dit le père Moreau en poussant la porte de la librairie. Son bras gauche était encore raide à cause de sa blessure, mais il avait retrouvé sa sérénité. « Comment allez-vous aujourd'hui ? » ?»« Bien, mon père. »« Et vous ? Votre nouveau livre avance ?» Le prêtre sourit. Il écrivait un ouvrage sur l'histoire secrète de Notre-Dame, mêlant habilement faits historiques et légendes populaires. Personne ne saurait jamais ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, mais les générations futures auraient accès à une version romancée de la vérité. « J'ai terminé le chapitre sur les gargouilles, » dit-il en posant un manuscrit sur le comptoir. « J'aimerais avoir votre avis. » Margot feuilleta les pages, reconnaissant leur histoire transformée en conte gothique. « C'est parfait, » dit-elle. Les gens pourront lire la vérité sans jamais la croire vraiment. La clochette de la porte tinta à nouveau, et Julien Rousseau entra, un sourire aux lèvres. Il avait publié son livre, Les miracles maudits de Paris, 6 mois plus tôt, et il était devenu un best-seller dans la catégorie fantastique urbain. Officiellement, c'était de la fiction. Officieusement, c'était le témoignage le plus précis de ce qui s'était passé. « Salut, vous deux », dit-il en s'approchant du comptoir. « Devinez quoi ? Mon éditeur veut une suite. Il paraît que les lecteurs adorent mes « créatures de Paris ». Et qu'allez-vous inventer cette fois ? Demanda Margot avec un sourire complice. Oh, j'ai quelques idées. Les fantômes du Père Lachaise, les sirènes de la Seine. Paris regorge de mystères. Ils rirent ensemble, unis par le secret qu'ils partageaient. Damien Voss avait survécu à ses blessures, mais il avait perdu la mémoire des événements de cette nuit. Il vivait maintenant dans une clinique privée en Suisse, persuadé d'avoir été victime d'un accident de voiture. Parfois, il parlait de rêves étranges peuplés de gargouilles et de carnets magiques, mais ses médecins attribuaient cela à son traumatisme crânien. Vers 18h, Margot ferma la librairie et se dirigea vers Notre-Dame. C'était devenu un rituel quotidien, elle venait saluer Emma au coucher du soleil. Officiellement, sa sœur était morte de ses blessures cette nuit-là dans les catacombes. Les autorités avaient conclu à un accident lors d'une visite touristique clandestine. Seule Margot, le père Moreau et Julien connaissaient la vérité. Elle s'assit sur un banc face à la cathédrale et leva les yeux vers les tours. Là-haut, sur le contrefort sud, la gargouille primordiale montait la garde. Et près d'elle, visible seulement par Margot, flottait la silhouette translucide d'Emma. « Bonsoir, petite sœur » murmura Margot. Emma lui sourit et leva la main dans un geste de bénédiction. Autour d'elle, toutes les gargouilles de Notre-Dame tournèrent imperceptiblement leur tête vers Margot, dans un salut silencieux et bienveillant. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la Seine d'une lumière dorée. Dans les rues de la capitale, la vie continuait, insouciante des drames qui s'étaient joués dans l'ombre. Mais sur les toits et les monuments, des gardiens de pierre veillaient, protégeant la ville et ses habitants avec une bienveillance retrouvée. Margot se leva et fit un dernier signe à sa sœur. Demain serait un nouveau jour, et elle avait encore tant d'histoires à préserver, tant de mystères à cataloguer. Car Paris, ville éternelle, n'avait pas fini de révéler ses secrets à ceux qui savaient regarder au-delà des apparences. En rentrant chez elle, elle croisa un groupe de touristes qui photographiaient Notre-Dame. « Regardez », disait l'un d'eux en pointant les gargouilles. « On dirait qu'elle nous sourit. » Margot sourit à son tour et continua son chemin. Si seulement ils savaient à quel point ils avaient raison. Dans les hauteurs de la cathédrale, Emma et le père Augustin montaient la garde ensemble, gardiens éternels d'un Paris protégé par l'amour et le sacrifice. Et parfois, quand la lune était pleine et que le vent soufflait dans les bonnes directions, on pouvait entendre leur rire cristallin se mêler au chant des cloches, rappelant à ceux qui savaient écouter que la magie, même apprivoisée, n'avait jamais vraiment quitté la ville lumière. Fin.